Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose qu'on se balade ensemble dans les rues de Paris. En hiver, je trouve que la capitale revêt un charme particulier et je veux vous faire découvrir des lieux que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui sont chargés d'histoire et de beauté. Là, nous sommes dans le quartier étudiant et on va arriver près du Panthéon. On est dans le quartier étudiant parce qu'il y a beaucoup d'universités dans ce quartier, le 5e, qui s'appelle aussi le quartier latin. Il y a beaucoup d'universités et on va arriver près du Panthéon. Le Panthéon est, selon moi, l'un des monuments les plus impressionnants de Paris. À l'origine, c'était une église dédiée à Sainte-Geneviève, mais aujourd'hui c'est un lieu de mémoire nationale. En entrant, on est immédiatement frappé par la grandeur de la coupole et par l'atmosphère très solennelle du lieu. Juste sous la coupole, vous pouvez admirer le célèbre pendule de Foucault. Il a été installé pour la première fois en 1851 et il démontre de manière spectaculaire la rotation de la Terre. Et oui, la Terre tourne. En observant lentement son mouvement, on voit la direction du pendule changer au fil des minutes. On va dans la crypte, on se rend dans la crypte. Mais avant d'entrer dans la crypte, je veux vous parler de quelque chose. Les amis, si vous aimez mes vlogs immersifs sous-titrés en français, c'est parce que vous pensez, comme moi, que l'immersion dans un contexte réel est la façon la plus efficace d'assimiler une langue étrangère. Et vous avez 1000 fois raison, plein d'études scientifiques le prouvent. Donc si vous apprenez déjà en regardant mes vidéos, alors vous allez adorer Lingopie. Pourquoi? Parce que Lingopie, c'est un outil redoutablement efficace que j'utilise depuis 2 ans et grâce auquel je maintiens un certain niveau en russe, en espagnol et en italien, 3 langues que je ne pratique pas au quotidien, mais avec lesquelles je garde un contact régulier grâce aux films que je regarde et à la musique que j'écoute. Honnêtement, je n'aime pas trop me poser à mon bureau pour faire des exercices de grammaire, même si je le fais parce que je sais que c'est essentiel. En revanche, j'adore apprendre l'histoire des guerres napoléoniennes entre la France et la Russie, tout en absorbant des expressions que je peux réutiliser avec mes amis russophones. Захватывались. They were seized. L'une des fonctionnalités que je préfère, ce sont les sous-titres interactifs. Je clique sur un mot et j'obtiens immédiatement la traduction en contexte. Si vous avez l'impression de connaître plein de mots mais que vous avez encore du mal à construire des phrases, Lingopie rend le processus beaucoup plus naturel. Vous pouvez répéter après les personnages, enregistrer les expressions et en faire des flashcards. Si je devais recommander un seul outil pour apprendre une langue de manière fluide, agréable, naturelle, passionnante, ce serait Lingopie. À l'occasion du Black Friday, vous avez 58% de réduction sur votre abonnement annuel. Auguste, arrête de toucher le micro, s'il te plaît. C'est mon neveu qui touche mon micro. Merci. Donc si vous voulez vous amuser en apprenant le français et découvrir plein d'aspects de notre culture qui vous rendront beaucoup plus cultivés, cliquez sur le lien dans la description pour profiter de l'offre. La crypte est un espace paisible, mystérieux et chargé d'histoire. C'est ici que reposent d'éminentes figures françaises comme Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Marie Curie ou encore Alexandre Dumas. Chaque tombe raconte une partie de l'histoire de France. Les personnes qui entrent au Panthéon sont des gens qui ont fait beaucoup pour la France. Récemment, Simone Veil, Joséphine Baker, Robert Badinter y ont été placés. Je vous laisse regarder ce qu'ils ont fait. Quand on est dans un lieu comme ça, on se sent vraiment minuscule. Minuscule et on sent qu'on appartient à un pays qui a tellement d'histoire. On est presque... C'est impressionnant, mais presque... C'est vraiment imposant. Et on se sent minuscule.
C'est en visitant Paris comme ça que vous réalisez, que vous vous rendez compte d'à quel point la France est un pays centralisé. C'est hyper centralisé parce que beaucoup de choses importantes se trouvent dans la capitale, beaucoup d'opportunités, beaucoup de monuments. Et c'est un immense privilège, je pense, de pouvoir aller à l'école, aller au collège, au lycée, faire ses études à Paris, parce que vous avez accès à énormément de choses, à beaucoup d'opportunités. Et vous avez un avantage vous avez un avantage très très clair sur les gens qui n'ont pas accès à tout ça. Vous avez des monuments chargés d'histoire sur le pas de votre porte quasiment. Vous avez accès à des monuments chargés d'histoire connus dans le monde entier, à des bibliothèques. C'est vraiment facile de se cultiver quand on est à Paris, quand on habite à Paris. Dans le Panthéon, là, il y avait des classes d'élèves avec leurs professeurs qui leur expliquaient l'histoire de la France. Et ils peuvent voir en direct les monuments, les statues, les écrits. Et c'est beaucoup mieux que de le lire simplement dans les livres. Quand on peut aller dans les lieux où ça s'est passé, c'est beaucoup plus intéressant que quand on le lit simplement dans les livres. Je sais pas pourquoi, ça me viendrait pas à l'idée de mettre un cadenas avec mon prénom et le prénom de mon amoureux là. Je trouve ça un peu niais, vous voyez, un peu niais. Surtout que vous avez probablement entendu parler du pont des Arts, le pont des Arts à Paris, qui croulait sous les cadenas. Il y avait tellement de cadenas que les barrières se sont fragilisées et on a dû enlever tous les cadenas des amoureux. On arrive désormais à la place de la Concorde, qui était autrefois appelée place de la Révolution. C'est ici que la guillotine était installée pendant la Révolution française et où ont été exécutés Louis XVI, Marie-Antoinette et bien d'autres. C'est là qu'on a coupé... Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? C'est là qu'on a coupé la tête? De Marie-Antoinette. Eh ouais, d'accord. C'est marqué. Le 16 octobre. Aujourd'hui, son symbole le plus célèbre est l'obélisque de Luxor que vous voyez ici. Il a été offert à la France en 1829 par Mehemet Ali, vice-roi d'Égypte. Il fait froid aujourd'hui, il fait 1 degré et il fait particulièrement froid quand vous sortez des bouches de métro. Là, vous avez tout le vent froid qui vient dans votre face. Mais après, vous regardez en face de vous et vous voyez... Là, vous avez le pont Alexandre III. Nous sommes à l'hôtel des Invalides. L'hôtel des Invalides, c'est un ensemble architectural. C'est un ensemble architectural dont la construction a été ordonnée par Louis XIV en 1670 pour accueillir tous les soldats invalides de ses armées. Avec le drapeau français qui flotte. Il en impose ce monument, il en impose. Vous voyez les canons alignés. Là, ils ont fait le musée de l'armée. Je viens de me rendre compte que j'étais jamais venue sur ce boulevard, le boulevard des Invalides. J'étais allée aux Invalides, mais jamais sur ce boulevard qui s'appelle boulevard des Invalides et qui est à côté. Et je me rends compte que grâce à vous, je découvre énormément de choses dans Paris. Je vais à des endroits où je ne suis jamais allée auparavant. Et c'est un peu comme quand vous faites visiter votre ville à vos amis ou votre famille, vos proches qui viennent vous voir. Et vous faites un petit peu des choses de touristes entre guillemets, mais c'est bien parce que vous découvrez beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. La prochaine fois, il faudra que j'aille en haut de la Tour Eiffel parce que j'y suis jamais allée, donc il faudra que je vous emmène en haut de la Tour Eiffel. En revanche, une alternative qui est très intéressante, c'est d'aller en haut de l'Arc de Triomphe. Là, vous avez une vue imprenable sur Paris. C'est vraiment très beau. Et nous allons au musée Rodin, par là-bas. Waouh!
Est-ce que vous reconnaissez cette statue, cette sculpture extrêmement connue? Le penseur, l'homme qui pense, de Rodin, offert par souscription publique au peuple de Paris. J'ai vécu à Paris pendant plusieurs années, mais je n'ai jamais visité le musée Rodin et ça fait un moment que je veux y aller, donc je vais le visiter pour la première fois avec vous. Auguste Rodin est parfois considéré comme le père de la sculpture moderne. Pourquoi? Parce qu'il est connu pour sa manière très expressive de représenter le corps humain à une époque où l'art était encore très académique. On peut dire qu'il a vraiment bousculé les codes de son époque. Regardez ces sculptures et dites-moi en commentaire si ce style vous plaît. Alors lui, littéralement, il se prend la tête. Il se prend la tête entre les mains. Un problème peut nous prendre la tête aussi, quand on n'arrive pas à le résoudre. Et si quelqu'un s'énerve à propos de quelque chose d'insignifiant, vous pouvez lui dire « Mais arrête, te prends pas la tête avec ça, c'est pas grave. » Ça, c'est magnifique. Cette sculpture est un monument à Victor Hugo, donc on reconnaît bien Victor Hugo, le poète français, quand il était exilé sur l'île de Guernsey. Il est accompagné de la muse tragique et il essaye de calmer les flots avec son bras, calmer les vagues. Mais regardez les standards de beauté pour les hommes. Vous trouvez pas ça inatteignable, vous? Je connais personne qui a autant de muscles visibles que ça, sauf peut-être les gens qui prennent des stéroïdes. Imagine, t'es un jeune homme lambda et tu te compares à ça. Dur. Alors que les femmes, vous voyez, elles ont un petit ventre, des petits bras potelés, des cuisses. Enfin voilà, là, c'est un corps normal, ça. Ça, c'est tout à fait atteignable. Il y a même un peu de graisse. Ça, c'est beaucoup plus réaliste. C'est intéressant de voir que c'était les canons de beauté de l'époque, alors qu'aujourd'hui, une femme comme ça, elle fait pas la couverture du magazine Vogue. Hein. Tout le monde est vraiment tout nu ici, en fait. En revanche, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils ont souvent des parties génitales un peu abîmées, non? Là, c'est un peu... c'est pas très joli, là. C'est un peu bizarre. Un peu brouillon. C'est Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Regardez, ça c'est joli, c'est une sculpture qui s'intitule Le baiser. C'est joli. Et c'est agréable parce que vous pouvez y rester toute la journée, vous voyez. Vous pouvez vous poser sur un banc en pierre, prendre un livre, prendre un bon bouquin et lire ici, bouquiner ici. Et puis vous pouvez continuer la visite après. C'était une très belle visite. Je vous recommande de passer quelques heures au musée Rodin si vous en avez l'occasion. Mais si vous pouvez, quand il fait beau, donc plutôt au printemps ou en été, pour pouvoir rester dehors, puisque là j'avoue qu'il fait un peu froid. C'est un peu difficile de rester dehors. Qu'est-ce que tu prépares alors? Comment ça s'appelle? Butternut comme une tartiflette. D'accord. Voilà, la fait cuire préalablement parce que c'est un légume qui a besoin de cuire un peu plus longtemps et après on ajoute la garniture. Voilà. Je mets tout dans un grand plat. Je vais éventuellement caler avec un peu de papier aluminium pour pas qu'elle verse. Juste pour les caler pour pas qu'elle bouge. Et je vais enfourner dans mon four. Pour à peu près une bonne demi-heure, une grosse demi-heure. D'accord. Et dedans il y a reblochon, lardon, thym. Thym, miel. Miel aussi. Il n'y a pas de crème en fait. Très bien.
Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie de visiter Paris en hiver. Pour moi, Paris reste la plus belle ville du monde. Il y a des choses qui vont pas, des problèmes, comme dans beaucoup de grandes villes. Mais je trouve que c'est une ville qui nous élève, qui nous augmente et qui nous montre tant de beauté qu'elle nous rend heureux. Surtout si on n'y vit pas au quotidien et qu'on n'est pas confronté aux choses désagréables de la vie de tous les jours. Donc voilà, merci Paris. On se revoit très bientôt. Et à vous aussi, je vous dis à bientôt.